Bonsoir à tous. Nous serons trois pour répondre ce soir à vos très nombreuses questions concernant le télésoin. Claire Sautreau, psychomotricienne qui exerce en institution et en libéral à domicile et qui a accepté de témoigner de son activité du maintien de liens dans son activité libérale, telle que demandée par le ministère de la Santé. Nicolas Rénal, secrétaire général de la Fédération française des psychomotriciens, et moi-même qui exerce à temps plein en activité libérale. À situation particulière, réponse particulière, et nous innovons dans une situation de communication qui ne nous est pas du tout connue, et un mode de rassemblement inédit pour nous, et surtout un thème nouveau et dans un délai très court. Nous vivons tous une situation sanitaire particulière qui bouleverse le cadre de travail, bouleverse l'état psychique de nos patients et de leur entourage, sollicite de notre part de l'adaptation et de la solidarité, concerne tous les patients et tous les professionnels, libéraux, mais aussi salariés des institutions, CESAD, CAMS, CMP et autres. Et puis bien entendu, nous avons une pensée pour tous ceux d'entre nous qui poursuivent leur activité auprès des personnes en situation de dépendance, avec les risques que cela comporte. Mais c'est aussi une situation de crise économique inédite, qu'aucun n'aurait imaginé, et probablement au pire moment pour l'activité économique de nos cabinets. Ces 6 semaines d'arrêt, qui je l'espère n'en feront pas 10, représentent le quart de notre activité annuelle et déduction faite des charges représentent au moins l'équivalent de la moitié des bénéfices annuels. Et la situation sanitaire nous invitera à ne prendre aucun risque avec nos patients les plus vulnérables à partir de la reprise. La question de la survie de l'activité psychomotrice libérale est donc en jeu. Le télésoin est peut-être une réponse. Le plus grand nombre d'entre vous nous ont rapporté ne pas avoir pu bénéficier des aides et soutiens de l'État, puisque contrairement à ce qui doit être fait, les facturations et les encaissements sont traditionnellement faits en cumulé à la fin du mois ou au moins tous les 15 jours. Nous faisons tout pour nous faire entendre auprès des gouvernements avec l'ensemble des professions de santé qui sont elles aussi concernées. Dans ce contexte, nous devons tous être solidaires les uns des autres et l'AFPL et la FFP font corps pour vous accompagner tous et au mieux dans cette crise inédite. S'agissant des situations inédites et sans cesse changeantes, nous devons nous adapter et surtout avancer prudemment. Nous le devons pour nous, pour les libéraux pour préserver leur activité, mais aussi pour vos patients auxquels nous devons la sécurité et la sérénité. D'ailleurs, il y a consensus, y compris entre les instances gouvernementales, sur la nécessité de maintenir le lien avec nos patients. D'autant plus dans cette situation stressante, j'ai des inconvénients, et surtout, le cadre réglementaire du télésoin n'est toujours pas posé. Il s'agit donc d'abord et avant tout, dans ce contexte d'urgence, de maintenir le lien et d'accompagner, de soutenir parents et aidants. Claire et moi souhaitions ce soir partager avec vous notre expérience, les précautions que vous devrez prendre, à commencer par celle de ne toujours pas facturer ces actes tant que nous n'avons pas le feu vert du gouvernement, même si cette situation est bien saisie par le gouvernement et la réponse doit être imminente. Mais surtout, les manières différentes que nous avons pu utiliser pour maintenir le lien et dans certains cas réaliser des véritables séances telles que nous pourrions les envisager dans le futur. C'est l'occasion, s'il en est, d'inventer et de définir après, mais avec une extrême prudence. Avant cela, je laisse la parole à Nicolas Rénal, qui est plus à même que nous de présenter les différentes étapes qui nous ont permis aujourd'hui d'envisager cette solution pour des actes psychomoteurs. Bien, bonjour à tous. Ravi de pouvoir partager avec vous une information de ce type-là, surtout dans un contexte où effectivement la profession de psychomotricien est considérablement impactée par ce confinement, déjà les professionnels eux-mêmes, mais aussi et surtout les familles. Donc la question du télésoin est importante parce qu'elle constitue un besoin nécessaire pour les familles d'une part, mais aussi
un moyen pour pouvoir assurer la continuité des soins. Donc, le principe de l'intervention que je vais vous proposer maintenant, c'est de vous redonner le cadre général, quelques éléments législatifs, pour que chacun puisse se repérer dans cette pratique qui aujourd'hui est peu utilisée, parfois peu connue des professionnels eux-mêmes. Il s'agit de préciser quelques éléments simples sur le plan historique, parce que le fait de développer du soin à distance n'est pas quelque chose de nouveau. Pourquoi est-ce qu'on développe des interventions à distance? Il y a d'abord la question des distances physiques entre le soignant et le patient et sa famille. Donc, pour un certain nombre de cas, le fait de pouvoir économiser le trajet est quelque chose qui est important. Sachant que le trajet en lui-même peut poser parfois quelques difficultés, ces difficultés sont seulement de deux ordres. Il peut y avoir le coût du déplacement, surtout si on est avec une famille qui doit nécessiter un VSL ou ce genre de choses. Il y a également la question de l'impact du déplacement pour le patient lui-même. On a certaines catégories de patients, je pense notamment aux enfants porteurs de TSA, pour lesquels le déplacement est un moment qui est difficile, donc si on peut l'éviter, ça fait partie des éléments qui peuvent justifier du recours au télésoin. Par ailleurs, est-ce qu'il y a des expériences aujourd'hui? Il existe déjà un certain nombre d'éléments, notamment à l'étranger, qui montrent qu'on a un certain nombre de résultats intéressants, notamment dans le cadre du suivi post-AVC, dans le cadre de la dépression, du stress post-traumatique, dans le cadre de développement des fonctions motrices, mais plus généralement aussi dans le champ de la pédiatrie. Ces expériences-là, elles sont essentiellement nord-américaines, et ces expériences nord-américaines montrent que le résultat de ce travail-là est tout à fait comparable, dans un cadre bien défini, avec ce que l'on peut proposer en présentiel. Donc, ça justifie le fait que le travail en télésoin, pour un certain nombre d'indications, est tout à fait pertinent et opérant pour un certain nombre de catégories de patients. En France, évidemment, on n'est pas en reste. Ça a commencé depuis juillet 2009, qui a instauré la notion de télémédecine en France. Ensuite, eh bien, à la suite de cette loi de juillet, il y a eu un certain nombre de travaux, il y a eu des expérimentations, il y a des projets qui sont en cours, on a plusieurs thèmes qui sont touchés, et il y en a notamment qui me concernent plus particulièrement en tant que psychomotricien, notamment en santé mentale, dans les troubles du neurodéveloppement, et on retrouve aussi des éléments de suivi post-AVC par exemple, et on parlait du stress post-traumatique. On est aujourd'hui dans une période où cette question du stress post-traumatique va énormément concerner les psychomotriciens aussi, puisque l'accompagnement des personnes qui sont sujettes à ce type d'affection peuvent effectivement recourir ou avoir besoin en tout cas de soins psychomoteurs. Concernant plus spécifiquement la question des auxiliaires médicaux, c'est la loi de juillet 2009 qui introduit la notion de télésoin, qui est une notion qu'il faut dissocier de celle de la télémédecine, mais ça, on reviendra là-dessus. Cette évolution, elle a ouvert un certain nombre de travaux, notamment par le biais de la Haute Autorité de Santé, qui, en automne 2009, a ouvert des consultations à l'ensemble des professions paramédicales, des auxiliaires médicaux, dont les psychomotriciens, qui ont pu, par le biais du Conseil national professionnel des psychomotriciens, fournir un certain nombre d'éléments de réflexion pour ouvrir ces travaux sur le télésoin par les psychomotriciens. Dans quel cadre, dans quelles limites, quelles indications. Le travail venait à peine de s'ouvrir, donc aujourd'hui, c'est un chantier qui a besoin d'être considérablement avancé, mais pour le moment, les recommandations qu'on va vous présenter sont d'abord appuyées sur les expériences en télémédecine et les exemples que l'on vous montrera ultérieurement vont vous donner quelques pistes justement sur comment ça peut se développer. Là, dans l'immédiat, ce qui est important, c'est de redéfinir de quoi on parle. Lorsqu'on parle de télémédecine, il est bien clair que l'on parle d'un acte médical. Il est bien encadré, ça concerne un certain nombre d'activités qui sont menées par les médecins, de téléconsultation, la téléexpertise et d'autres actes, ce qu'on appelle la télésurveillance, la téléassistance. Il y a également la notion de téléconsultation. Donc la téléconsultation, c'est une consultation médicale, c'est pas autre chose qu'une consultation médicale qui est réalisée à distance et en visioconférence. La notion de télésoin, elle, qui a été introduite par la loi de 2009, elle est relativement bien définie. Comme vous pouvez le voir, c'est de la pratique de soins à distance, et j'attire votre attention sur le fait que l'exercice s'effectue
dans le cadre du Code de la santé publique, c'est-à-dire les éléments relatifs à l'exercice de la profession de psychomotricien, tel qu'aujourd'hui, il est réglementairement encadré par l'article R4332-1 du Code de la santé publique, que vous connaissez déjà, ou que vous avez connu sous le terme de décret de compétence 1988. Donc aujourd'hui, le télésoin englobe l'ensemble des activités du psychomotricien conformément à ce cadre réglementaire tel qu'il figure dans le Code de la santé publique. Il s'agit ensuite de comprendre les principes de base, que bien évidemment ça ne s'invente pas. Il faut savoir qu'il existe déjà un cadre et que ce cadre a été défini pour la télémédecine et la téléconsultation par la Haute Autorité en mai 2019. Donc, quels sont ces différents points? Bien évidemment, et le premier, c'est la question du consentement du patient, la façon dont vous allez pouvoir expliquer ce que vous faites dans le cadre du télésoin, pourquoi, et à recueillir le consentement éclairé du patient. Il y a plusieurs façons de le recueillir, simplement, il faut quand même qu'on ait une trace écrite à un moment donné, c'est important. Ensuite, vous devez identifier systématiquement le patient et la personne qui l'accompagne. Ça fait partie des autres éléments essentiels. Vous devez aussi vous assurer préalablement que l'intervention répond à un besoin du patient, d'une part, mais aussi et surtout que le patient dispose bien des capacités et des moyens pour pouvoir tirer bénéfice de cette intervention. Ce qu'on entend par capacité, c'est bien évidemment le fait que, on va dire, le tableau clinique ne soit pas incompatible avec un travail à distance, d'une part, et les moyens, c'est bien évidemment les éléments techniques qui sont à sa disposition pour pouvoir bénéficier de ce télésoin. Il faut s'assurer évidemment que cette intervention soit en cohérence avec le parcours de soins, avec un projet thérapeutique, dans le cadre du soin psychomoteur en particulier. Il s'agit aussi de vérifier que l'on a bien des conditions adaptées pour pouvoir pratiquer. Ça soulève aussi pour un certain nombre d'entre vous la question de où est-ce que je peux pratiquer mon télésoin, et que pour un certain nombre d'entre vous, il est préférable de le faire à votre cabinet, non pas à votre domicile, si votre domicile n'est pas adapté, que ce soit en termes techniques, matériels ou d'environnement. Il faut ensuite, ce sont toujours les recommandations de la Haute Autorité de Santé, elles vont vous paraître comme allant de soi, mais c'est important de les rappeler. On doit être impérativement attentif à la posture que l'on a, à la façon dont on est présent via cette visioconférence, d'une part. Il est important aussi d'être très attentif à la communication, c'est-à-dire à s'assurer que l'ensemble des éléments que l'on donne sur le plan verbal soient bien compris, bien appliqués. Il faut également, et enfin, s'assurer tout au long de l'intervention que les éléments techniques sont bien stables, que ce soit pour la qualité de la vidéo ou la qualité du son. Autre point important, il s'agit de savoir dans quelle mesure on peut avoir des déclinaisons plus spécifiques par rapport aux soins psychomoteurs. La première, c'est que le travail en télésoin doit s'effectuer après une première évaluation en présentiel avec le patient concerné. Pourquoi? Parce que dans la loi du 24 juillet, il est bien précisé que la réalisation d'un acte de télésoin, une intervention en télésoin, doit être postérieure à une première intervention en présentiel. C'est important. Aujourd'hui, le texte dit de la même profession. Évidemment, dans le cadre de la situation de téléconfinement dont on parle aujourd'hui, il s'agit d'assurer d'abord la continuité des soins qui sont déjà entamés. Et ça, on y reviendra plus tard et ce sera détaillé dans les interventions qui suivront la mienne. Il est indispensable d'avoir préparé en amont l'intervention, c'est-à-dire qu'il faut avoir eu un échange avec la famille, avec le patient, déjà pour reprendre les éléments qu'on a évoqués tout à l'heure, à savoir le consentement, l'explication, et puis aussi préparer. Ça veut dire un certain nombre de choses. Ça veut dire qu'il faut s'assurer que l'endroit dans lequel va pouvoir se dérouler cette intervention chez le patient est adapté. Il s'agit aussi de savoir qui sera présent, parce que si c'est un enfant, par exemple, qui a des frères et sœurs, il faut bien cadrer le fait que l'intervention doit se faire dans un environnement bien déterminé. Qui sera présent? Est-ce que les parents, les deux parents ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est un élément qu'il faut préciser. Ensuite, il faut s'assurer effectivement du matériel qui est à votre disposition du côté du patient. Et ensuite, il est évidemment important de préciser
quel sera le contenu, quels sont les objectifs de l'intervention qui va être proposée. Un autre point essentiel, c'est que les outils de communication que vous allez utiliser doivent être des outils validés, recommandés par divers biais. Vous avez des listes qui existent déjà, d'une part sur le ministère de la Santé, mais la FPL va mettre à votre disposition cette liste, si ce n'est déjà fait, je crois d'ailleurs, pour que vous puissiez avoir des références précises d'outils que vous pouvez parfaitement utiliser. Dernier point aussi, sur le plan strictement technique, évidemment, vous faites un test avant, c'est-à-dire que vous regardez, avant que ne se mette en place le télésoin, l'intervention de télésoin, vous vérifiez avec la famille que tout fonctionne bien, vidéo, audio, etc. Ensuite, il y a encore d'autres éléments à apporter. Bien évidemment, vous devez informer la personne des risques, puisque c'est une intervention qui n'est pas sans risque, notamment en termes de parasitage, de perte. Il faut que la personne puisse savoir qu'il peut y avoir des incidents. Ça, c'est la première chose. Vous devez rappeler les éléments qui sont relatifs au secret professionnel, notamment par rapport au fait que si vous avez d'autres personnes que le patient et sa personne proche avec elle dans la salle, ça fait partie des éléments à prendre en compte. Et tout ça, ce sera détaillé un petit peu plus tard et basé sur les exemples qui vous seront présentés. Il faut également vérifier un point, notamment avec les enfants, donc les mineurs, par rapport à l'autorisation parentale. Il est important que le représentant légal soit bien évidemment informé et globalement est donné son autorisation, mais c'est là une retranscription exacte que ce qu'on peut faire déjà aujourd'hui dans le cadre de l'activité libérale en présentiel. Toutefois, un certain nombre de choses sont importantes. La première, c'est que si l'adulte qui est présent n'est pas le parent de l'enfant, sait-on jamais, si vous avez un enfant qui est chez ses grands-parents et qui n'est pas en confinement avec ses parents, on ne sait jamais. En attendant, vous devez de toute façon avoir le consentement du tuteur légal. Et d'autre part, si jamais c'est un enfant ou un adolescent qui est en situation de pouvoir être seul avec vous dans le cadre de ce télésoin, il est important de pouvoir autant faire se peut, avoir un contact avec l'adulte référent, si possible au début, si possible à la fin, et toujours être dans la logique de faire du lien et de donner des éléments par rapport à ce qui avait été prévu et ce qui s'est vraiment déroulé. Dernière chose, c'est très important, parce que ça peut faire partie des points qui susceptibles d'être litigieux. Évidemment, vous n'avez pas le droit de procéder au moindre enregistrement audio ou vidéo sans le consentement du patient. D'accord ? Donc, il est important, absolument fondamental, que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, mais après, il faut pouvoir le justifier, il faut pouvoir l'expliquer aussi à la famille, vous devez avoir un consentement éclairé et un accord formel. Voilà pour les points essentiels. Maintenant, on est dans un cadre particulier qui est celui du confinement. Quel est le cadre légal aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas de décret d'application. La loi telle qu'elle le précise d'Olivier Véran, que d'autres sources, comme quoi on n'est plus très très loin de la voir, normalement c'est imminent, il est parfaitement envisageable que le contenu de ce décret soit très proche du contenu qui a été donné dans l'arrêté du 25 mars pour les orthophonistes. Je vous invite à le consulter, ça vous donnera une idée de ce qui va probablement être le cadre du télésoin pour les psychomotriciens. À rappeler également que ce décret d'application, on insiste sur le fait qu'il est transitoire, il a pour objectif premier de permettre la continuité des soins. Ainsi que vous l'avez compris vis-à-vis de la question du bilan préalable, il n'est absolument pas fait pour débuter de nouveaux soins ou tout autre titre d'intervention dans le cadre de l'exercice de votre profession. C'est vraiment la notion de continuité des soins pour des patients que vous connaissez déjà. Un point important, c'est la question de la réponse de l'agitation motrice, des troubles du comportement, des particularités sensorielles, etc. Aujourd'hui, c'est indispensable. Dire que l'activité du psy, en essayant autant que possible de respecter le cadre légal, mais aussi en fonction des besoins du patient. Ça veut dire qu'effectivement, c'était des recommandations qui avaient été données très précocement à la fois par la fédération et par la FPL. Si jamais il y a des choses de cet ordre-là qui se mettaient en place, il était important de faire le travail qu'on vient de décrire de préparation, d'expliquer pourquoi on allait le faire. Mais par contre, il y avait un élément qui était
absolument indispensable, c'était de bien préciser le cadre de l'intervention que vous alliez proposer et surtout de savoir sur quel cadre réglementaire vous étiez et sur quel cadre clinique vous pouviez répondre. Mais que quoi qu'il en soit, il n'y avait pas de facturation possible. On ne peut pas aujourd'hui facturer une intervention quelle qu'elle soit alors qu'elle n'est réglementairement pas encadrée. Quand le décret sera paru, là on espère que ça ne va donc plus tarder, vous serez en situation de pouvoir faire des propositions aux familles que vous avez aujourd'hui en soins. Autant avant le décret, lorsque les familles font une demande, on est dans cette problématique éthique. Est-ce que je dois lui dire non alors que c'est un besoin indispensable? Autant une fois que le décret est paru, les choses sont claires, il n'y a plus d'ambiguïté. Bien évidemment, vous pouvez répondre aux demandes des familles, mais vous avez d'une certaine façon la nécessité en tant que professionnel de solliciter les familles et leur dire voilà, aujourd'hui j'ai un cadre qui me permet d'assurer du télésoin, je viens vers vous, je me renseigne, dans quelle mesure est-ce que c'est possible ou pas, et à ce moment-là, vous avez un certain nombre d'éléments à discuter avec la famille pour savoir jusqu'à quel point le télésoin est utile, faisable, indispensable. Voilà pour les éléments essentiels. Cette question du télésoin, aujourd'hui, elle est particulièrement importante dans le cadre de cette période de confinement. Elle l'est pour les libéraux, elle l'est également pour les salariés. Donc, voilà pour ma partie. Je vais donc maintenant laisser la parole aux intervenants suivants. Merci. Bonsoir. Donc ce soir, on va parler, on a commencé à parler un petit peu du télésoin et moi, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé pour moi depuis le confinement et de comment est-ce qu'on a mis en place petit à petit des séances par visio. Ça s'est pas fait aussi vite que ça. Ça demande un certain temps d'organisation. Le ministère nous a demandé de maintenir un lien avec nos patients dans les suivis, notamment. Ça s'organise tout d'abord par SMS, par mail, par téléphone. Et petit à petit, on arrive à quelque chose de l'ordre de la visio. Aujourd'hui, on a des séances visio qui ont la même teneur et qui durent le même temps qu'une séance en vis-à-vis. Voilà un petit peu comment ça se met en place. Moi, j'interviens d'habitude à domicile, donc la visio est relativement facile à mettre en place puisque je connais déjà l'endroit dans lequel sont mes patients. Et surtout, ça se met en place à la demande des parents. C'est eux qui sont venus me chercher en me disant bah là, il faut qu'on continue et on a besoin de plus qu'un coup de téléphone, plus qu'un guidage SMS ou mail. Et les enfants étaient vraiment très très partants. Donc ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on a des parents qui deviennent vraiment partenaires avec une relation triangulaire qui se met en place où le parent est presque le stagiaire psychomote, c'est comme ça qu'il s'appelle un peu. Et on a des parents qui participent vraiment. Moi, j'avais souvent des enfants que je voyais à l'école. Et à l'école, je vois pas toujours les parents. Donc là, c'est une vraie occasion de les faire intervenir dans le soin et de les faire toucher du doigt réellement ce qu'est l'exercice de la psychomotricité. Ça demande une mise en place un petit peu particulière, ces séances visio, notamment parce qu'il faut prévoir un espace, un temps, et le temps, c'est très, très, très important. Dans les premières semaines de confinement, il y a eu un petit peu une perte de repères. La première semaine a été complexe pour tout le monde. Il a fallu que chacun trouve ses marques. Et dans les premiers conseils, je peux pas dire vraiment séance, mais dans les premiers conseils que j'ai eus envers les parents et envers les familles, envers les patients, ça a été de mettre en place un planning aussi bien pour la gestion du temps scolaire, mais aussi pour le temps libre, pour les temps de suivi, en psychomotricité notamment, mais aussi pour d'autres soins, et notamment pour les patients qui ont des pathologies un petit peu plus lourdes, ou comme la dyspraxie,
Voilà, il y a eu des prises en charge en orthophonie, enfin, pas vraiment prise en charge, mais en tout cas un suivi et un contact régulier avec d'autres professionnels qui permettent vraiment de garder ce lien. Donc quand je vous parlais de mise en place au niveau du temps, ça a été nécessaire de travailler cette régularité et que ce soit noté sur papier. Voilà, tel jour à telle heure, je fais le point avec la psychomotricienne. Ça peut être par SMS, ça peut être par mail. Et puis voilà, aujourd'hui beaucoup plus en visio, avec des choses un peu assez chouettes, mais je vous en parlerai tout à l'heure. On va avoir un petit peu une petite partie pratique où je vais vous montrer quelques outils que j'ai pu utiliser. Et puis il y a cette mise en place dans l'espace qu'Alexandre reprendra après, mais voilà, dédier un espace précis dans lequel va avoir lieu la séance. Un peu comme quand on est en exercice réel, où on a notre patient qu'on va recevoir en cabinet, ou quand moi je vais à domicile, il y a une pièce particulière, un endroit dans lequel on crée cet apprentissage, ce lieu de l'apprentissage, un peu comme dans notre cerveau, on a un lieu d'apprentissage. Et ben c'est pareil, là ça change pas. C'est pas parce qu'on est en visio qu'on fait la séance n'importe où. Voilà, c'est un cadre qui est nécessaire, même si c'est une situation exceptionnelle. Le cadre, c'est encore une fois à nous de faire attention à ce qu'il soit bien maintenu. Et notamment, il faut éviter certaines dérives. On a eu, moi j'ai eu le cas de parents qui m'ont dit bon bah là je vous laisse 45 minutes parce que j'ai besoin de souffler. Non, enfin, ça se fait pas du tout comme ça. En pratique, on a besoin des parents. Un enfant qui est en difficulté, qui n'y arrive pas, ça peut le mettre vraiment en échec s'il se retrouve tout seul face à l'ordinateur, qui est un outil qu'il va pas forcément gérer, ordinateur, tablette, téléphone, peu importe. Mais il va vraiment se retrouver en difficulté, donc le parent a besoin d'être là, de le guider. Et puis, c'est un moyen de transmettre aux parents une manière de guider, parce que cette manière qu'on va utiliser, cette technique qu'on va utiliser en séance, ça va être réutilisé sur les temps de devoir, puisque on est quand même face à des parents qui vont gérer l'école, c'est pas toujours facile. Et donc, voilà, ça permet de distiller des petits conseils et puis d'avoir sur le vif des réactions de parents qui vont nous dire, là, oui, c'est vrai, ça me fait penser à tel truc, on a travaillé les maths, j'en pouvais plus, c'était compliqué, c'était un cauchemar. Voilà. Donc, c'est important d'être présent pour l'enfant, pour les parents, et de renforcer cette relation triangulaire qui va être primordiale et qui, je pense, peut améliorer nos prises en charge par la suite, même à la fin du confinement, quand ça va reprendre. Je pense on va avoir des parents qui vont être beaucoup plus moteurs. Et puis, à côté de ça, on a aussi des parents qui, eux, ont complètement lâché. Moi, j'ai quand même 2-3 patients pour lesquels j'ai plus du tout de nouvelles. Pour qui, en tout cas, c'était peut-être compliqué de maintenir, que ce soit par mail, par téléphone. Moi, j'ai pris le choix de continuer à demander des nouvelles 1 fois par semaine, régulièrement, savoir comment ça se passait. Libre à eux de répondre ou de ne pas répondre. Mais en tout cas, moi, j'ai fait ce choix-là de maintenir ce lien qui me semble important. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu la surprise, j'ai un petit patient, j'avais pas de nouvelles depuis 3 semaines, qui m'a appelé en me disant j'étais un petit peu malade, mais je suis content que tu m'aies appelé et que tu aies demandé de mes nouvelles. Et on reprend un suivi. Donc, à partir de la semaine prochaine, je vais de nouveau guider les parents. Je sais pas encore comment, ça va dépendre aussi de comment lui réagit en visio ou en SMS ou en téléphone, je ne sais pas encore. Mais on va tester. Voilà, un petit peu sur la partie organisation. Maintenant, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'on fait en séance, parce que c'est ça qui est chouette. Alors, je vais vous montrer des petits outils, notamment sur le graphisme. Alors ça, c'est un truc qu'on a fait la semaine dernière parce que c'était le poisson d'avril. Donc, si je vous l'approche un peu, vous pouvez voir que ça permet de travailler différents gestes graphiques. D'accord ? Et puis, en même temps, c'est assez rigolo. Voilà, donc ça permet d'une part de travailler le pliage. Donc, en visio, c'est assez compliqué quand même. Ça nous fait travailler, nous, sur la façon dont on donne les consignes et dont elles sont perçues. Parce que même j'ai des parents qui ont eu des difficultés. Je pense que mes consignes n'étaient pas toujours bonnes, mais ça permet de se remettre en question aussi. Donc voilà, donc c'est intéressant de travailler sur les tracés, de travailler sur la gauche, la droite. Et donc Alexandre vous parlera un petit peu de comment est-ce qu'on se positionne pour réussir à avoir un bon retour sur ce qui se fait au niveau graphique. Donc ça, c'est une première chose. Après, avec les plus grands, je me suis amusée à faire des batailles navales. Voilà. Donc avec 2 tableaux.
Et ce qui est intéressant avec les batailles navales, donc là c'est hyper facile parce qu'à part des feuilles, des stylos, j'ai besoin de rien. Et donc ça permet de travailler, comme d'hab, la relation dans l'espace, comment est-ce qu'on se positionne avec sa règle, comment est-ce qu'on trace. Je travaillais la stratégie, donc ça s'adapte assez bien. Voilà. Puis j'ai même des enfants qui du coup reprennent pour rejouer entre eux, entre frères et sœurs. Ça me donne des retours sur la semaine suivante. Et j'ai beaucoup plus de SMS de mes patients qui me disent « Oh, mais c'était génial, on a retravaillé ça. » Voilà. Et encore un truc que je travaille, qui est la boîte à sardines. Parce que pour travailler la mémoire, là, j'ai pas du tout besoin d'être à côté d'eux. On gère très très bien à distance. Et puis, ça me permet d'être sûr qu'ils trichent pas. Parce qu'une fois que j'ai retiré la carte, ils l'ont plus du tout sous les yeux. Après, voilà, on peut travailler de la motricité globale, de la motricité fine, des gestes en miroir, des gestes en réalité, travailler sur le schéma corporel. Enfin, en fait, il n'y a pas de limite. On crée, on invente autant qu'on veut. Et surtout, on s'adapte à chacun de nos patients parce qu'on ne fait pas la même séance pour tous nos patients. On va distiller, on va apprendre. Voilà, il y a finalement une grande compréhension, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Puis il y a des fois où ça bug, il y a des fois où les séances ne se passent pas comme on aurait voulu. Et on s'adapte, on change la fois d'après, on en rediscute, on rigole et puis on redémarre parfois quand le logiciel bug. Voilà, un petit peu ce que je peux vous dire. Et puis, je répondrai à vos questions si jamais vous en avez un petit peu à la fin de ce webinaire. Et puis, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Claire, pour cette intervention qui nous permet certainement d'avoir envie d'oser, nous aussi, faire quelques séances en visio. J'en ai aussi réalisé quelques-unes. Et en tout cas, je pense que après ton intervention, plusieurs d'entre nous auront envie. Envie, mais pas dans n'importe quel cadre, et c'est justement ce que je voudrais évoquer avec vous ce soir. C'est un certain nombre d'éléments qu'il s'agit de respecter, et le cadre dans lequel nous nous inscrivons aujourd'hui est en fait un cadre nouveau, inédit, que personne d'entre nous n'avait, j'imagine, envisagé, évoqué, bien que cette question du télésoin a été évoquée dès le 24 juillet 2019 pour toute population finalement, et aussi bien en institution qu'en exercice libéral. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il avait été évoquée la notion de soins psychomoteurs et de télésoins à la condition expresse d'avoir eu un bilan psychomoteur en présentiel au préalable, même si ce n'est pas avec le psychomotricien qui suit le patient en télésoin. Donc ça, c'est déjà inscrit dans la loi du 24 juillet 2019. En revanche, il est en attente d'un décret d'application, et notamment s'agissant de la facturation. Et d'une part, et d'autre part, et ça c'est un élément certainement le plus important, le cadre d'exercice et les actes qui devraient être définis, mais qui ne le sont pas encore, et puisque cette situation était inattendue. Envisagée en juillet 2019 comme étant une possibilité d'évolution de notre pratique, mais pas du tout envisagée en tant que ressource dans une situation de confinement. Et donc, dans ce cadre-là, il y a quand même des éléments qui restent toujours les mêmes. Les cadres déontologiques, notamment l'application du secret professionnel, les règles qui doivent être maintenues, bien évidemment, avec un élément particulier, c'est que le télésoin pose des questions de secret, donc on doit s'assurer que le patient est bien d'accord, bien évidemment, mais surtout, et c'est le problème de la situation de confinement, il faut imaginer que toute la famille entend tout ce que vous dites à votre patient. Et donc, c'est un peu la grande difficulté, c'est que Claire, qui elle exerce à domicile, peut savoir s'il y a ou non des présences autour d'elle en situation de télésoin, et de surcroît en situation de confinement. Partir du principe que toute la famille est présente dans la pièce, ça vous évitera bien des difficultés. Et donc, il s'agit de toujours évoquer les informations avec tact, mesure, et de faire attention à ce que vous dites. S'agissant maintenant du règlement, bien évidemment, nous sommes en attente de l'apparition du décret qui est
est incessamment sous peu. On les attendait ce matin. Donc voilà. Et donc le paiement, en tout cas, se fait après une séance réalisée. Et ça, c'est quelque chose, un principe de base depuis 2018. Et puis, d'une part, et en présence du patient. Et donc la tolérance, justement, du télésoin comme situation de présence. Autre élément important, c'est la notion du cadre éthique. C'est ce qui règle finalement une partie de la bonne pratique, mais l'éthique, c'est quelque chose qui va s'imposer à nous, à chacun de nous, chaque professionnel aujourd'hui dans cette situation particulière. D'une part parce qu'on est dans une situation complètement inédite, mais surtout parce qu'il y a une absence totale de définition du cadre d'exercice et que nous n'avons pas réfléchi, évoqué les actes qui étaient réalisables ou non et les conditions dans lesquelles on pouvait exercer. De même que les actes de télésoins que l'on peut pour l'instant définir, bien d'un point de vue éthique, on peut considérer qu'ils sont acceptables dès lors qu'ils sont proches finalement du contenu d'une séance habituelle, qu'ils ont un temps de séance qui est au moins égal à celui du cabinet et avec une annonce tarifaire préalable, ce qui est obligatoire dans vos cabinets comme d'habitude. Autre élément concernant le cadre éthique, concerne le patient lui-même. La première question qu'on doit se poser, c'est s'il a bien les capacités d'interaction directe, s'il a été préparé, s'il a été formé à la télécommunication, et donc fondamentalement s'assurer qu'il est susceptible d'avoir un réel bénéfice de ce soin. Et c'est une notion purement individuelle, c'est à vous, chaque professionnel, en âme et conscience, d'évaluer cela. Et puis bien évidemment, un élément qui n'a pas encore été évoqué et qui le sera à la sortie de ce confinement, c'est la notion de troubles incompatibles avec l'exercice du télésoin. Et là, vous devez tous, nous devons tous être présents sur cette question et faire extrêmement attention à cette question. Enfin, pour finalement le télésoin, ce télésoin, il s'inscrit dans une démarche qui vient après le maintien du lien, qui a été demandé par le ministère de la Santé, qui est une nécessité pour nos patients, de toute façon, qui est le maintien par téléphone, SMS, mail, comme Claire, tu l'as évoqué tout à l'heure, et puis pourquoi pas par visioconférence, c'est ce que j'avais aussi évoqué et fait avec plusieurs de mes patients, plus par simplicité et convivialité. Et puis, partant de cette situation conviviale, finalement, les patients sont revenus vers moi, mais comme Claire l'a témoigné tout à l'heure, pour effectivement évoquer la possibilité de maintenir des soins. Et donc, sur la demande des parents, des patients, il y a possibilité de réaliser des séances telles qu'on les aurait faites en consultation, avec, et tu l'as pointé Claire tout à l'heure, effectivement le rôle des parents comme stagiaires. Enfin, petit préalable, bien évidemment, il faut avoir annoncé par écrit, par SMS ou par mail, le tarif de la séance, dès lors qu'on aura le décret. Enfin, les soins, c'est aussi des questions de limites. Limites parce que on a une absence de cadre, on a une absence de recul, une absence d'arguments scientifiques. Donc, principe de précaution qui s'impose à nous tous. Deuxième chose, c'est que les actes qu'on peut réaliser doivent être finalement connus par le patient, par les aidants, de manière à être certain qu'il n'y aura pas de difficultés, ni pour nos patients, ni pour les aidants, ni même pour vous à distance. Enfin, et ça c'est un principe évident, c'est une notion d'acte réalisable en toute sécurité, puisque vous n'avez pas la main sur le contexte dans lequel évolue votre patient. Il vous faut donc envisager forcément des actes qui vont être limités en termes de prise de risque, et donc je pense notamment au mouvement, rééducation graphomotrice facilement, par contre, envisageable, de même que la remédiation cognitive, pourquoi pas la relaxation, mais à condition que votre aidant soit
soit bien informé des gestes à réaliser et que votre patient soit habitué aux étapes de relaxation. Donc, principe fondamental, c'est vous pouvez réaliser des actes que vous réalisiez d'habitude, à la condition, bien évidemment, que la sécurité soit totalement garantie. L'autre élément dans les conditions, c'est effectivement un cadre qui doit être vérifié, anticipé. Il s'agit de s'assurer que vous allez avoir toutes les conditions optimales pour pouvoir réaliser votre séance, avec notamment la notion d'habituation de l'outil. C'est-à-dire que votre patient et l'aidant ne soient pas gênés par l'utilisation de la webcam, de l'écran, et que ce soit finalement quelque chose comme un téléphone ou comme n'importe quoi. Enfin, un lieu qui doit garantir la sécurité, si possible l'intimité, dans cette situation de confinement, et puis un cadre si possible identique que Claire l'a évoqué, même lieu, même temps, régulier, fixe. C'est évidemment quelque chose qui permet de simplifier la séance et puis de limiter les perturbateurs. Quand je n'évoquais aussi les 100 perturbateurs, j'évoquais les frères, les sœurs, etc. Et puis, surtout, un élément important, c'est bien entendu l'aidant responsable, présent tout au long de la séance. Alors, ces conditions de télésoins, finalement, elles se font, mais avec, encore une fois, des conditions qui sont des conditions communes à ce que l'on doit faire tout le temps, et notamment les normes de données de santé. Notamment donc les outils que vous aviez l'habitude d'utiliser, Skype, WhatsApp, Zoom, qui sont des outils totalement interdits puisqu'ils ne respectent pas les normes. Et avec le bureau, nous avons testé un certain nombre de logiciels, pour ne pas dire un nombre certain, et finalement nous en avons sélectionné 2 pour vous, qui ont l'avantage d'être faciles d'utilisation, qui sont adaptés à notre pratique, qui sont gratuits, simples aussi à charger. Et donc nous avons sélectionné Syllabs, Lingura. Les images que je vais vous présenter sont des images sur Syllabs, finalement, qui est l'outil avec lequel tous les patients ont pu se débrouiller. Je parle même déjà des premiers contacts que j'avais pu avoir avec mes patients. Et notamment, je pense à des logiciels comme Syllabs qui permettent d'avoir une webcam fixe ou mobile, mais en tout cas d'avoir son PC portable, d'avoir le téléphone portable, un PC qui vous permet d'avoir le face-à-face, comme là nous maintenant, et puis le téléphone qui permet de finalement avoir une image sur le bureau. Enfin, attention à la qualité de la communication. Donc parfois, finalement, l'utilisation du téléphone portable comme haut-parleur pour simplifier le son et permet d'avoir une image, même si elle est CKD, qui n'est pas très gênante. Inversement, la personne ne sera pas gênée par la qualité du son et qui est la plus importante. Et donc une installation qui doit être confortable. L'écran doit être en face, comme je le suis actuellement, avec une qualité de webcam, une qualité de son. Et puis, bien entendu, une anticipation du matériel que vous allez utiliser pour votre séance, de part et d'autre. Je pense aux crayons, aux feutres, le choix des crayons, le choix des feutres, éventuellement des jeux qui pourriez avoir en identique. Claire évoquait tout à l'heure le jeu des sardines. Peut-être que les parents l'ont aussi de leur côté et que pourquoi pas s'amuser à faire des deux côtés simultanément. Enfin, donc, peut-être penser à adresser par mail au préalable tous les documents dont vous auriez besoin pour pouvoir travailler. Enfin, utilisez toutes vos idées. Pour illustrer ce que j'évoquais tout à l'heure, vous voyez l'installation sur mon bureau, vous voyez le portable en face que je me suis mis à hauteur, et puis finalement mon téléphone portable posé sur un petit pied qui permet de voir, de visualiser ce qui est sur le bureau. Et ça permet d'obtenir avec le logiciel Syllabs, selon les configurations, donc 3 images, 2 images ou une image, d'avoir plusieurs possibilités, plusieurs installations différentes, plusieurs configurations, et qui permettent notamment
donc comme vous le voyez sur l'image en bas, d'avoir à la fois ce que moi j'ai écrit, à la fois ce que le patient est en train d'écrire, et à la fois la posture, la position, qui est si importante pour nous. Finalement, le télésoin, c'est des conditions particulières. Vous devez respecter des règles déontologiques, vous devez respecter des règles éthiques, vous devez impérativement penser aux conditions d'installation, des limites aussi que vous pourriez poser dans votre cadre, et un cadre d'exercice qui est non défini, qu'il nous s'agit d'inventer, là, tous ensemble, de réfléchir sur ce que nous faisons. Et puis, à la fin du confinement, ce sera l'occasion de partager nos expériences et finalement de définir le cadre qui nous manque aujourd'hui et pour lequel nous devons être vigilants. Et tout ça, finalement, dans l'intérêt de nos patients. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à cette soirée. Bien entendu, vous pourrez retrouver cette séquence en diffusion. Et puis, nous... Ok, attends. Ok, bon, je pense que vous avez compris que nous sommes en direct. On va reprendre la main. Vous avez essayé, vu qu'on a essayé de vous répondre simultanément pendant tous les temps de vos remarques. Nous avons Claire en visio, Nicolas dont la webcam est dysfonctionnante, la mienne devrait pas tarder à arriver. Plusieurs questions ont été effectivement posées qui sont très pertinentes parmi l'ensemble des questions sur le chat. Et en tout cas, merci d'avoir été si nombreux ce soir. Et sur un sujet, vous avez compris, qui concerne aussi bien l'institution que le libéral. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour nous tous. Parmi les dernières questions effectivement importantes, les liens donc on va être corrigés, effectivement, peut-être erreur, merci Elodie. Et donc bien évidemment le Sylaps, Lingura sont des outils qui sont essentiellement les plus importants. Doctolib, Docorga vient de proposer aussi un lien vers un élément qui permet de vous mettre en ligne et en visioconférence facilement. Alors dans les questions importantes qui ont été évoquées tout à l'heure, et je voudrais revenir dessus, c'est la notion de responsabilité professionnelle. Puisque la notion de vision de professionnelle, elle est importante pour nous tous, la responsabilité professionnelle. Attendez, je vais essayer de cliquer sur la vidéo. Voilà. C'est vraiment les joies du direct. Et donc, sur la notion justement de responsabilité professionnelle, il est important d'imaginer qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'éléments. Donc, c'est Alexandre Proutot. Merci pour le commentaire de Marine. Donc nous avons Claire Sautreau qui est visible et Nicolas qui est marqué dessus. Voilà. Donc la responsabilité civile professionnelle est un élément qui fait partie des vides puisqu'il n'y a pas eu encore de décret. Donc c'est bien toute la question et la nécessité d'avoir un texte réglementaire qui permet d'encadrer cela. Alors, qui propose aussi des messageries sécurisées. Alors, bien entendu, des messageries sécurisées, en fait, il y en a plein. Tout ce qu'il faut, c'est qu'elles soient absolument labellisées aux normes RGPD. Donc, c'est les données de santé. Il y en a plein. Il y a franchement plein de systèmes. Par contre, effectivement, WhatsApp, non. Hangouts, non plus. Et un certain nombre d'éléments comme ceci. Autre point auquel j'ai répondu tout à l'heure qui était important, ce sont les parents divorcés. C'est bien ce que Nicolas a évoqué tout à l'heure sur le fait que le problème de savoir qui est avec l'enfant,
eh bien, forcément, les parents, les deux, doivent toujours être informés du fait que vous ayez les patients en séance, que ce soit en visio ou que ce soit en face à face. Enfin, qu'est-ce que j'avais d'autre? Eh bien, c'est déjà pas mal, je crois, hein. Sauf si peut-être Claire ou Nicolas avaient d'autres points à rapporter. Nicolas, peut-être? Oui, peut-être, j'espère que tout le monde m'entend bien. Oui, c'est bon. Juste redonner un point sur les outils. Au niveau des outils, aujourd'hui, il y a deux cas de figure. Il y a les éléments qui sont donnés depuis très longtemps par le ministère de la Santé, et il y a ceux qui ont été donnés à titre dérogatoire dans le cadre du confinement, que ce soit directement par le ministère de la Santé ou par certaines ARS. Et dans le cadre du confinement, la télémédecine a bien été autorisée sur FaceTime, WhatsApp et autres types de télécommunication. Ce qui veut dire que dans le cadre du confinement, il y a des caractères dérogatoires pour utiliser ces outils. Voilà, c'est juste cette précision-là, de bien noter que vous devez connaître le cadre national, qu'il y a aujourd'hui des dispositions dérogatoires du fait du confinement. Ah, Nicolas, il faut que tu te rapproches du micro, manifestement. Mais que aussi, il y a des recommandations qui viennent directement des agences régionales de santé. Bon, on va laisser Claire reprendre la parole, parce que Nicolas a des problèmes de connexion, hein, c'est vraiment pas évident. On fait ce qu'on peut. Non, pas grand-chose à rajouter de particulier, si ce n'est qu'il ne faut pas du tout avoir peur d'y aller. Voilà. Laissez-vous guider aussi par ce que vous demandent vos patients, les demandes des parents. Il faut que chacun soit à l'aise en fait avec les outils. J'ai vu plusieurs questions passer sur les logiciels utilisés. Faut vraiment faire attention aux lois RGPD, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Rechange. Ah, là, on a une main de Nicolas, mais à l'arrêt. Je crois qu'il vaut mieux que Nicolas nous coupe sa vidéo. Allez, Allez, vas-y. Donc, je continue sur les logiciels. Silab, c'est relativement simple d'utilisation parce que c'est uniquement un lien que vous allez envoyer par mail à votre patient. Il suffit qu'il clique dessus pour que la séance démarre. Donc, c'est sûr que ça demande 10 minutes d'essai avant pour que chacun se mette en place. Voilà. L'image que vous avez... La question du micro est résolue ou pas là? Ah, oui, Nico, à tout temps. C'est bon. Ah, donc je vais redire ce que je disais tout à l'heure par rapport aux outils numériques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des listes qui sont effectivement déterminées. Et je disais que dans le cadre du confinement, il y a des dispositions dérogatoires qui ont été mises en place pour la télémédecine. Et que dans ces dispositions dérogatoires, on retrouve bien des outils comme WhatsApp, comme FaceTime et autres choses. Nos Zoom aussi y figurent aussi. Donc, il y a des dispositions dérogatoires dans le cadre de la télémédecine. Donc, on peut effectivement les utiliser dans ce cadre de confinement. Par ailleurs, je vous recommande de vérifier les directives qui sont données par les ARS, parce que certaines ARS donnent des recommandations qui vont également au-delà des listes traditionnelles du ministère de la Santé que l'on connaît. Voilà, c'était ce point-là que je voulais juste rajouter par rapport aux questions qui ont été posées. Question de Biokens, je vais répondre à l'oral. Effectivement, même dans la situation de confinement, comme ça a changé, redemandez bien l'autorisation aux deux parents, si les parents sont divorcés, d'avoir l'autorisation d'exercer en visio. Hein, ça va être forcément des règles qu'il va falloir, et c'est très bien, une très très bonne question, une règle qu'il va falloir qu'on intègre dans le nouveau cadre. Bonne question. Hein, demandez toujours l'accord des deux parents systématiquement. Et puis ça se fait très bien par mail, comme quand on envoie les bilans ou les comptes rendus qu'on fait habituellement aux deux parents quand les parents sont séparés. Là, c'est exactement la même chose, quel que soit l'endroit dans lequel l'enfant va faire le confinement. Voilà, toutes les demandes se font par mail et aux deux parents, c'est très très important de respecter ça. Ouais, alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que... en tout cas, on a
essayer hein, donc de répondre à toutes les questions que vous nous avez posées. Vous avez compris que nous avons en réalité ce soir fait une synthèse de toutes les questions auxquelles on a été amené à vous répondre sur ces 15 jours, et puis pour nous aussi. Juste peut-être ajouter quelques points importants. Pour la majorité d'entre nous et de nos patients, le télésoin, c'est une découverte. Donc, ça implique peut-être de savoir déjà au départ commencer de façon lente, simple, faire des essais, et puis peut-être après progressivement de monter en charge et de ne pas vouloir commencer tout de suite par faire quelque chose de classique. Parce que généralement, il va y avoir un certain nombre d'adaptations à faire qui vont nécessiter plusieurs essais. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir quelque chose forcément parfait dès le départ. Il va falloir être patient, il va falloir réessayer à plusieurs reprises pour pouvoir fixer un petit peu plus le cadre. Et puis, comme ça permet de voir un certain nombre de choses beaucoup plus facilement. Je vais revenir sur la question de Marine Rousseau sur les mails et sur les normes RGPD. C'est bien pour ça que DocOrga, qui est un agenda gratuit, mais que vous pouvez utiliser éventuellement que même pour la boîte de mail sécurisée, permet justement d'envoyer par mail des données sécurisées. Alors, c'est tout le problème des parents. Si les parents ont uniquement Gmail à la sortie, eh ben, c'est leur je dirais, responsabilité. Mais en tout cas, vous devez vous émettre à partir d'une boîte qui ne peut pas être captée. Alors, par exemple, Synapse, donc que vous voyez actuellement à l'écran, c'est justement des données, vous avez un code au départ, un code à la fin, et ces données cryptées permettent entre deux de ne pas capter le message. C'est le principe des normes RGPD. Alors utilisez-vous la webcam en étant debout pour monter des mouvements ou plutôt assis de manière fixe au bureau? Je réponds. Alors moi j'utilise les deux. Quand j'ai besoin de me mettre debout, ben, je me recule, je me mets debout. Quand j'ai besoin d'être assise, je me mets assise et puis tout le monde s'adapte. Alors ce qui se passe, c'est que quand mes patients ont besoin d'être debout, souvent ils sont un peu éloignés, donc j'ai des parents qui font en fait écho et donc qui me répètent ce que disent les enfants un peu plus loin ou qui vont répéter ce que moi je dis. Mais on s'adapte et ça marche plutôt bien en fait. Ouais. Donc, et c'est toujours la question, hein, c'est la question de la sécurité. C'est dès le moment où on fait bouger son patient et que vous n'avez pas la possibilité de le rattraper, hein, si jamais il glisse, il tombe, n'importe quoi, et vous voyez qu'on est actuellement dans une espèce de vide hein, entre la sécurité, c'est la responsabilité des parents, puisque c'est les parents qui sont en charge. Pour l'instant, voilà, donc c'est pas clair. En termes, ça c'est l'oiseau de mauvais augure, et en même temps, oui, il n'est pas idiot de demander aux parents de faire et d'accompagner les mouvements. Finalement, ça pourrait être un cahier d'exercice qu'on aurait transmis pendant les vacances. Ensuite, il y avait une autre question concernant la responsabilité civile professionnelle. Les compagnies d'assurance ont-elles bien le fait de télésoins en psychomotricité? C'est justement la question actuellement avec le groupe Alliance, qui est le groupe avec lequel en général j'échange et qui est relativement représentatif. Pour l'instant, ils découvrent comme nous la question du télésoin. Donc je ferai un communiqué normalement au début de semaine prochaine. Alors, oui. Il y avait une question pour les groupes. Oui, vas-y, réponds. Il y avait une question pour les groupes. Alors moi, j'en fais pas, donc je peux pas répondre, mais il y avait une question sur savoir si on avait le droit de continuer les séances en groupe. Alors, on est en confinement. Oui. Définition de groupe pas. Non, Donc, nous sommes en groupe, Nicolas, nous sommes 3. Voire même, plus exactement, nous avons été jusqu'à 1450 tout à l'heure. La question juste attention, la question des groupes aujourd'hui dans le cadre qui suit du confinement, évidemment non. La question de savoir si plus tard c'est quelque chose qui peut être construit avec un cadre défini, ça peut être envisagé, mais ça va demander beaucoup de travail, ça va demander une véritable construction et une méthodologie précise. Donc aujourd'hui, non.
mais plus tard, on verra. Il y a des travaux à faire, on ne va pas dire non d'emblée, mais il est clair qu'aujourd'hui, de vouloir continuer des groupes en télésoins dans le cadre du confinement, c'est juste impossible. Il y avait une question sur les séances plus motrices. Ça pose aucun problème de faire des séances motrices. On n'est pas obligé de rester assis au bureau à partir du moment où vous faites attention au cadre dans lequel vous êtes. Vous assurez qu'il y ait suffisamment d'espace. Vous demandez à l'enfant de vérifier, aux parents qui est autour de lui. Et je privilégierais quand même sur des exercices que vous avez déjà fait en cabinet et pour lesquels vous connaissez un peu les capacités de mouvement et d'équilibre de votre patient. Bon, N'oubliez pas également qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont à votre disposition et que vous pouvez parfaitement utiliser, notamment tout ce qui est basé sur l'auto-instruction verbale. Il y a plein de méthodes qui sont basées sur ce principe-là. Les principes d'imagerie motrice aussi, qui sont tout à fait envisageables. Et d'une façon générale, n'oubliez pas une chose, c'est que vous devez toujours structurer votre travail selon la logique SMART que vous devez déjà connaître, c'est-à-dire spécifique, mesurable, attrayant, réaliste et temporellement défini. À partir du moment où vous suivez cette méthode, déjà vous donnez un cadre méthodologique à votre intervention en télésoins et ça va vous permettre aussi d'avoir une démarche beaucoup plus rigoureuse, à la fois de comparaison entre les objectifs que vous avez posés, la façon dont vous avez tâché d'y répondre et la façon dont vous allez pouvoir évaluer l'atteinte de ces objectifs. Et ça, c'est très important que vous puissiez systématiquement avoir cette démarche SMART. Je note une remarque de Richard Cohen qui a tout à fait raison et c'est bien pour ça qu'on a pris du temps pour répondre et en même temps qu'il est urgent de répondre vu les situations économiques et sanitaires. C'est un séisme, le télésoin, cette question. C'est pas la pratique qui doit dicter notre pensée, mais on doit bien le faire avec intelligence, avec réflexion. Cette notion d'éthique sur laquelle nous insistons est importante. Et c'est une éthique qui ne doit pas être que individuelle, c'est une éthique qui finalement se doit être de groupe, d'où l'importance d'avoir été nombreux ce soir. Et c'est une situation qui doit amener le plus rapidement possible à un cadre réfléchi, pensé, posé. C'est les circonstances qui nous amènent à faire la pratique et après la pensée. Mais ça n'aurait pas dû être. Autre question importante sur les tarifs. Je vous rappelle que nous sommes en libre concurrence malgré tout et donc les tarifs sont à votre discrétion. J'allais dire aujourd'hui ils sont à 0 puisque la facturation est interdite. Donc cette question de la facturation, il faut le redire, elle sera autorisée à partir du moment où le décret sera paru et pas avant. Donc, pour le moment, effectivement, pour un certain nombre d'entre vous, on est dans des démarches de continuité des soins, ou en tout cas de maintien du contact, qui relèvent du bénévolat. On ne va pas le dire autrement. C'est pour ça qu'on se bagarre, on s'est bagarré pour avoir ce décret. Nous avons l'assurance qu'on va pouvoir le faire. Donc, simplement, bien attendre ce décret. L'intérêt pour nous de faire cette présentation, qui peut paraître peut-être un peu précoce, c'est de pouvoir vous donner déjà des premiers éléments de réflexion, de vous donner des premiers exemples qui vont vous permettre de faire ce travail de préparation dont on vous a parlé en préambule. C'est à partir du moment où on sait qu'on va avoir quelque chose, vous pouvez déjà envisager la question avec les patients. Vous n'êtes pas déjà en train d'effectuer un acte, ou tout du moins une intervention de type télésoins, mais en attendant, vous pouvez parfaitement commencer à préparer le terrain. C'était en grande partie l'intérêt de ces interventions de ce soir, de pouvoir vous donner déjà les grandes lignes directrices qui vont vous permettre de préparer le terrain une fois que le décret sera paru. On espère quand même malgré tout qu'à l'issue du week-end de Pâques, les choses seront en place. Alors, il y a encore plein d'autres questions qui se posent. Dans les questions importantes,
c'est effectivement la question du cabinet, du confinement. C'est une question qui m'a été posée d'ailleurs tout à l'heure par mail. Effectivement, légalement, il n'y a pas eu vraiment une interdiction stricto sensu pour dire les cabinets de psychomotricité doivent être fermés. Pour autant, nous sommes établissement recevant du public, donc à ce titre-là, non indispensable. On ne fait pas partie des listes des bâtiments indispensables recevant du public, et à ce titre-là, on a pour obligation de fermer notre établissement. L'autre message concerne maintenant la question de la protection. On doit se protéger, pas se protéger. Est-ce qu'on peut accueillir des patients? La réponse est vous n'avez pas les moyens de désinfecter tous vos jeux. Enfin, pour autre question, c'est où faire la vidéo. Claire, tu l'as fait chez toi, si j'ai bien compris. Hein? Et puisque alors, je vais faire ma super question placée là-dessus. Alors moi, je suis maman toute seule d'un petit garçon de 5 ans et demi, et j'arrive quand même à faire des suivis. Donc, ça demande juste de bien aménager le cadre, et pour vos patients, mais pour vous aussi. Et puis après, c'est ce que je vous disais, il y a une certaine... c'est un peu inédit comme situation. Ça arrive qu'il y a une petite tête de petit garçon qui débarque pendant ma séance. Je lui explique que c'est pas le moment et je continue ma séance. Et ça se passe très bien. Voilà. Donc, c'est... Alors, d'une façon générale, ça, c'est une exception. Voilà. Il faut préciser. C'est pas le cadre recommandé. Bah non. Voilà. Deuxièmement, je veux juste reprendre un élément sur ce que disait Alexandre à propos de la fermeture. Je répète, je redis qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fermeture administrative. La fermeture administrative d'un cabinet dépend d'une décision du ministère de la Santé. La fermeture s'impose du fait du bon sens et du respect du cadre sanitaire. Voilà, c'est ça qui fait qu'on doit fermer aujourd'hui nos cabinets physiques. Mais il n'y a pas de fermeture administrative. Voilà, et donc là, vous avez toute une... Et c'est très bien, hein, je pense que nous avons gagné notre soirée, parce que vous voyez qu'il y a plein de questions qui arrivent sur finalement le fin de soins, pas fin de soins, quel est l'intérêt du patient. Finalement, c'est ce qu'on découvre particulièrement dans cette situation, c'est que doit primer l'intérêt du patient tout le temps. Et aussi bien pour le secret, mais aussi pour est-ce que je le fais par téléphone, est-ce que je le fais par mail, est-ce que je le fais par visio, est-ce que je le fais par personne interposée, c'est-à-dire j'appelle les parents en disant tiens voilà la liste des activités que vous pourriez faire. Et puis ça rejoint une autre question, et qu'est-ce qu'on peut facturer? Aujourd'hui rien, et si on pouvait facturer, admettons, même si on pouvait facturer, c'est toujours pareil, c'est dans la notion de tact et de mesure, c'est dans une obligation de notre côté, et donc tout n'est pas facturable. C'est la délicate position du libéral. Sur la question des temps de soins à l'intérieur du télésoin, est-ce qu'on peut arrêter ou pas? Il faut être très clair. Le télésoin, ça va être construit comme étant une séquence à l'intérieur d'un projet global. Le télésoin, par définition, ne peut pas commencer la séquence, et par définition, ne peut a priori pas le terminer non plus. Il est important de comprendre que le télésoin, déjà, ne permet pas de développer l'ensemble de la palette d'activités que peut mener un psychomotricien. Ça, c'est la première chose. Mais surtout qu'il doit, autant que faire se peut, s'intercaler dans une démarche globale, dans un projet thérapeutique qui a été pensé dès le départ. Là, aujourd'hui, effectivement, la situation telle qu'est la nôtre, par définition, ce télésoin n'a pas été préparé de façon suffisamment correcte, n'a pas été anticipé, mais malgré tout, dans l'esprit du praticien, il doit impérativement être considéré et envisagé comme une séquence qui va continuer quelque chose qui a été démarré, qui ne permet absolument pas de le poursuivre tel quel, mais qui devra faire l'objet derrière d'un travail supplémentaire de reprise, d'analyse peut-être postérieure avec le patient et sa famille de comment ça a pu se passer, etc. Mais en aucun cas, on est aujourd'hui dans une logique d'utiliser le télésoin pour commencer un soin ou pour le terminer.
La logique de transition, c'est vraiment le cœur de la situation que nous vivons aujourd'hui. On est dans cette logique de quelque chose de temporaire, de transitoire, en attendant de pouvoir reprendre. C'est bien pour ça, et c'est comme ça que ça a été argumenté auprès du cabinet Olivier Véran, nous avons besoin d'assurer la continuité des soins. Donc la continuité des soins, ça veut bien dire poursuivre quelque chose qui a commencé pour pouvoir nous permettre de reprendre dans des conditions normales plus tard. Et puis, je vais juste ajouter quelque chose, Nicolas, c'est que ce télésoin, donc ces visio en tout cas, parce que pour l'instant je vais uniquement parler de visio, elles ne se mettent pas en place tout de suite. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord il y a des échanges téléphoniques, ça se met en place, ça se réfléchit. Avant que ça ait la teneur réelle d'une séance telle qu'on pourrait la faire, ça prend du temps. Voilà, ça se fait pas comme ça et on n'arrive pas à du télésoin du jour au lendemain. Alors, pardon, je réponds à des questions importantes concernant les interactions entre ordinateurs, entre votre ordinateur et celui du patient. Oui, c'est envisagé dans le télésoin au sens télémédecine, au sens téléconsultation, au sens télésoin, quand on aura défini des outils, des objets dits validés, ceux qui sont adaptés, pas adaptés pour les psychomotriciens. Aujourd'hui, on ne fait pas du télésoin. Aujourd'hui, on fait du maintien de soins. Parce qu'on n'a rien anticipé et on n'a pas les outils, etc. Et notamment, s'agissant des logiciels qui peuvent prendre la main, c'est pas des logiciels en général aux normes RGPD, sauf que si c'est votre patient qui prend la main sur votre ordinateur, mais sans image, sans nom, là, il n'y a pas de besoin d'avoir de la norme. Hein. C'est-à-dire que si vous avez 2 ordinateurs chacun de votre côté, mais je remarquais une petite remarque tout à l'heure, et si les patients n'ont pas d'ordinateur, c'est bien le problème. Hein, c'est qu'on a aussi une inégalité. Hein. Donc, la norme RGPD, elle est que à la condition, effectivement, qu'il y ait le nom, le visage et du son. Une prise de main sur ordinateur, pourquoi pas, mais encore faut-il avoir les logiciels. D'une façon générale, il faut s'en tenir à la bonne vieille doctrine, qui est que ce qui est simple étant déjà compliqué, faites des choses simples. Toujours faire des choses simples. Là, Parce que si vous cherchez des développements, vous risquez de vous tromper, vous risquez de ne pas pouvoir le gérer correctement et vous risquez d'avoir des effets inverses à ce que vous voudriez, voire ce que vous devez proposer. Donc, il faut faire des choses très simples. C'est déjà très important. Ça répond à la logique de continuité des soins. Ça répond à la logique d'accompagnement des familles. Bon. On est vraiment sur cette situation qui est inconnue, qui est une solution transitoire, passagère, sur laquelle on a juste à faire le plus simple. Vous avez vu les exemples que Claire ou moi-même vous avons montrés, c'est finalement vraiment des choses que le patient sait faire, connaît, a déjà fait en consultation et qui sont nécessaires de réactualiser. Notamment, vous avez vu un des grands jeunes que vous avez pu voir en photo. Donc, bien entendu, hein, j'ai les autorisations des parents en amont. Et ben, ce jeune, il a besoin d'une rééducation constante, régulière. Et finalement, la situation de confinement a même déclenché non pas une séance par semaine, mais 2 séances par semaine. Parce que c'est l'occasion et que ça permet aux parents d'apprendre encore mieux à faire avec ce jeune qui a eu un accident très grave. Mais c'est encore une fois faire le plus simple, parce que déjà, avec les outils de communication qu'on a qui ne sont pas adaptés, on bidouille tous. C'est le téléphone, faites simple, le plus simple possible. Autre question importante sur les CAMS CESAD, j'ai effectivement 2 témoignages, l'un en CESAD et l'autre en CAMS, d'action en télésoin, enfin en télésoin en visio. Inversement, les deux
à chaque fois, les actes n'ont pas été comptabilisés. Hein, c'est-à-dire que c'est pour ça que je les ai eus en contact, c'est que j'ai des liens étroits et les directeurs ont pris la décision de ne pas facturer, mais de maintenir l'activité. D'une façon générale, concernant cette partie-là sur le salariat, il faut rappeler qu'il est de la responsabilité de l'employeur de décider de ce qu'il fait. Aujourd'hui, on est dans un vide juridique. Le ministère de la Santé interprète ce vide juridique sur pratiquer le télésoin n'est pas permis. Il fait une interprétation en creux. Les structures sont tout à fait en possibilité de faire une interprétation en plein, à savoir, il y a un vide, donc je peux le faire. Il faut savoir aussi que, à leur décharge, ces structures sont souvent sous pression par les ARS elles-mêmes, qui leur demandent de se mobiliser, de maintenir la continuité des soins et de permettre aux familles d'être accompagnées autant que faire se peut. Donc tout le monde répond à la hauteur de ce qu'il est capable de faire, en fonction de ses prérogatives, en fonction de la pression qu'il peut subir aussi. Et c'est vrai que dans les structures où vous êtes salarié, eh bien, vous pouvez parfaitement avoir un employeur qui vous dit non, moi je veux du télésoin, etc. Si vous n'y êtes pas préparé, ben, j'espère en tout cas que les quelques éléments qu'on a pu vous donner aujourd'hui vont vous aider peut-être à mieux poursuivre ce que vous avez déjà fait. Mais en attendant, la réalité, c'est que lorsque vous êtes dans une structure, eh bien, c'est un conseil que vous avez donné, et il y a une trace quelque part, comme quoi votre employeur vous demande de le faire, puisque c'est la responsabilité de l'employeur de vouloir entamer des actes ou des interventions des psychomotriciens dans le cadre du télésoin. Après, il fait ce qu'il veut. Il fait strictement ce qu'il veut. Il doit rendre des comptes à ses autorités de tutelle, qui à l'hôpital, qui à l'ARS, qui aux structures associatives qui chapeautent ces structures. Donc, dans votre cadre de salariat, ce qui est important, c'est d'avoir très clairement une demande de votre employeur qui stipule que vous devez le faire. Ah, on a perdu le son. Message important, je vois effectivement des actes au CAMS de téléconsultation qui vont être comptabilisés, fabuleux, parce que le texte sont clairs, et puis message de Marine aussi, Rousseau, chez nous il facture un accord avec la CPAM, et c'était avant le Covid. Alors un accord pour des télésoins avec la CPAM avant le Covid, s'il vous plaît, faut l'envoyer à la FFP et à moi-même, à la FPL, parce que c'est trop beau, c'est un cadeau pour que demain matin on ait tous l'obtention. Hein. Donc Marine, n'hésitez pas. Claire, d'autres remarques ? Oui, il y avait, alors je sais plus qui, c'est Anne-Laure, je crois, qui reprenait le fait que on ne fait pas réellement de la thérapie, hein. On est vraiment dans du maintien de liens, de l'accompagnement, de suivi. Pour l'instant, on n'est pas du tout sur l'idée que les séances en visio sont réellement partie de la thérapie psychomotrice. Ça, c'est très important. Alors là, je suis désolé. C'est du soin. C'est du soin. Il ne s'agit pas de dissocier thérapie, rééducation ou quoi que ce soit. La question qui est posée, c'est quelle est la dimension corporelle du soin psychomoteur par le biais du télésoin. C'est une vraie question, elle se pose. Mais c'est un soin. C'est un soin parce que vous exécutez des interventions dans le cadre de votre cadre réglementaire. Il n'y a pas d'autre façon de le voir. C'est le cadre réglementaire d'intervention des psychomotriciens. C'est le code de la santé publique. C'est les interventions telles qu'elles sont définies dans cet article que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est du soin. C'est pas ou de la thérapie ou de la rééducation ou quoi que ce soit. C'est du soin. Accompagner, c'est déjà soigner. Ça, il faut que ce soit bien clair dans l'esprit de tout le monde. Oui. Je pense que ça, c'est important. Merci, tu as raison, Nicolas. Bon, est-ce qu'il y a... En tout cas, merci pour toutes vos remarques, c'est extrêmement riche
est très important pour nous tous. Dernière chose, question de Muriel Monturet. Que pensez-vous des plateformes telles que Happy Neurone? Actuellement, c'est l'occasion pour les parents d'utiliser ces plateformes-là, mais j'allais dire, je suis psychomotricien, donc, franchement, notamment avec tous les protocoles de stimulation par ordinateur, il a été démontré que ça marche bien pour le jeu, mais qu'après, l'enfant n'arrive pas bien à transposer toutes les fonctions exécutives développées par ces jeux-là. Donc c'est bien, mais à consommer avec une vraiment modération. Je pense que nous devons tous aller soit prendre notre pot, hein, puisque je pense que les premiers chats commençaient par le fait qu'il y avait un pot à boire. Ça aurait été sympa effectivement que l'on puisse faire comme on le fait d'habitude dans les congrès, se retrouver autour d'un pot et continuer à papoter et à évoquer toutes ces questions fondamentales. Je vous remercie encore une fois d'avoir été si nombreux et je pense que Nicolas et Claire se joignent à moi pour vous remercier aussi. Et forcément, ça invite à une nouvelle forme de chat comme ça, qui semble correspondre finalement à un besoin réel, à l'isolement de certains d'ailleurs, et donc avec un grand plaisir. Normalement, on avait un certain nombre d'interventions qui étaient programmées pour le Carrefour des psychomotriciens. Ça va être l'occasion, probablement, d'en faire un certain nombre sous cette forme-là, et tant mieux, parce que ça en permettra d'en faire profiter à tous. Ça permettra d'attraper des idées de tout le monde. Voilà. Et puis, voilà. On va essayer de mettre en ligne. Encore une fois, hein, vous avez compris que c'est fait de chez nous, alors de chez Claire. On voit l'horloge de cuisine de Nicolas. Hein. Voilà, moi je me suis installé dans mon bureau. J'ai l'avantage d'habiter en dessous. Et effectivement, ça répond aussi aux questions, dernière question importante tout à l'heure. Attention au secret pour vous. C'est-à-dire que autant le patient, lui, il n'y a pas de problème, il est chez lui, il accepte les conditions dans lesquelles il est. Inversement, en ce qui vous concerne, c'est à vous de garantir la sécurité et le secret professionnel dans votre lieu. Donc, quand vous êtes par contre dans votre communication de télésoins, par contre, bien évidemment, personne ne doit pouvoir ni entendre ni voir. Donc, n'hésitez pas à continuer à transmettre toutes vos remarques, vos informations, vos questions, et nous permettent de savoir si on est bien dans les clous pour guider, pour savoir si c'est la bonne direction. Et voilà, avec un immense plaisir. Je ne vous garantis pas une nouvelle intervention la semaine prochaine, mais on devrait pouvoir en profiter, et maintenant qu'on sait à peu près faire dans peut-être une quinzaine de jours, et notamment sur l'état de la profession, puisque c'était programmé déjà pour le 17 mai, et je pense que ça correspond justement aux questions de quel revenu moyen, comment, combien, etc. Voilà. Et effectivement, je vois tous les messages qui défilent. Là, j'arrive plus à lire et parler en même temps. En tout cas, moi, je suis très très ému de voir tous ces nombreux merci. Ça fait beaucoup plaisir. Voilà. Voilà. Bonne soirée à vous tous. Il y a eu des petits bugs, voilà, mais en attendant, voilà, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. On espère avoir répondu aux principales questions, en tout cas de vous avoir donné des perspectives qui devraient s'ouvrir une fois que le décret sera paru. Voilà. Il y a une page AFPL avec spécial Covid sur lequel vous avez tous les éléments. Je viens de voir passer, pouvez-vous rappeler les deux noms des logiciels,
Donc c'est dans la page spéciale Covid, je mets vraiment les informations qui sont sûres, certaines. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci à tous, au revoir. Et à très bientôt. Bonne soirée. Et portez-vous bien surtout. Bonne soirée.